La saison 6 de Fauteuil Radio est propulsée par le cabinet Laverie de Billy. Avec une équipe intégrée de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, Laverie est un cabinet d'envergure reconnu pour offrir des solutions juridiques personnalisées et innovantes, adaptées à la réalité de leurs clients. Merci à Laverie d'encourager les initiatives et les voix étudiantes de Fauteuil. Bienvenue dans ce nouvel épisode de FTX Radio. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui touche directement tous les étudiants en droit, la préparation au monde professionnel. Parce qu'étudier le droit, c'est bien plus que d'apprendre des articles et des décisions, c'est aussi apprendre à se connaître, à s'orienter et à bâtir le parcours qui nous ressemble. Donc pour en parler, on reçoit deux invités qui jouent un rôle central dans cette mission au sein de la faculté, l'équipe du Centre de développement professionnel de l'Université d'Ottawa, mieux connu sous le nom de CDP. Le CDP, c'est un peu le point de rencontre entre la vie étudiante et la vie professionnelle. C'est là qu'on apprend à rédiger un CV convaincant, à se préparer pour les entrevues, à comprendre le marché juridique et à développer les compétences nécessaires pour se démarquer, que ce soit dans la pratique privée, le secteur public ou les organismes communautaires. Aujourd'hui, on va donc parler de tout ça, de l'importance de commencer tôt à réfléchir à son cheminement, des services offerts aux étudiants et des conseils pratiques pour en tirer le meilleur parti de ce que le centre met à disposition. Pour nous guider dans cette discussion, j'ai le plaisir d'accueillir Chelsea Paradis et Jean-Jacques Fouda qui font partie de cette équipe dévouée du CDP. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui. Et j'ai également le plaisir de recevoir Eliane et Jude, mes collègues au sein de l'AED, qui agissent cette année en tant que vice-présidente au développement professionnel et vice-président aux affaires associatives. Bien, parfait. Merci beaucoup, Laurence, pour cette invitation. Je vais commencer par me présenter. Moi, mon nom, c'est Jude Maïnkini. Je suis un étudiant de deuxième année et j'occupe le poste de vice-président aux affaires associatives au sein de l'AED. Allô tout le monde, moi c'est Eliane Franqueur, je suis en troisième année, puis cette année dans l'AED, j'ai le rôle de vice-présidente au développement professionnel, puis ça fait en sorte que je suis appelée à travailler très étroitement avec mes collègues Chelsea et Jean-Jacques du Centre de développement professionnel. Bonjour tout le monde, mon nom est Chelsea Paradis, je suis la gestionnaire du CDP. Si vous voulez qu'on parle un petit peu brièvement du background académique et professionnel. Donc, en fait, j'ai complété une année en sociologie à l'Université d'Ottawa il y a très longtemps. Ensuite, j'ai transféré à l'Université de Toronto parce que je voulais étudier le développement international qui ne s'offrait pas encore à Ottawa. Ensuite, j'ai travaillé quelques années, puis là, je suis retournée aux études. J'ai fait mon JD, dans le temps, on l'appelait le LLB, à l'Université d'Ottawa. J'ai fait le programme de common law en français, par contre, donc pas en droit civil. Alors, moi-même, je suis une fière diplômée de Fauteuil. Oui. Et puis, du côté professionnel, en fait, j'ai commencé à travailler à l'Université d'Ottawa peu après ma graduation de droit. Donc, j'ai fait, disons, en gros, en bref, je vais dire que je suis rendue à 17 ans à l'Université d'Ottawa, puis toujours dans les centres de carrière. Donc, j'ai fait à peu près 8 ans au centre de carrière de Common Law, puis ensuite, je suis rendue ici en droit civil et j'adore ça. Bonjour à tout le monde. Merci encore de nous recevoir dans ce podcast. Moi, c'est Jean-Jacques Fouda. Alors, pour mon background académique et professionnel, Chelsea, elle a juste fait une année en sociologie. Moi, j'ai gradué en sociologie. Donc, j'ai un baccalauréat en sociologie, puis j'ai un baccalauréat en administration des affaires. Et actuellement, je fais mon MBA à Telfer dans le domaine de consulting. Alors, pour le domaine professionnel, ça fait depuis 2022, août 2022 que je suis au CDP. Et avant ça, dans mon pays d'origine, le Cameroun, j'étais consultant en stratégie d'entreprise pendant 3 ans. Donc, je n'ai pas de formation juridique, mais j'adore être à la section. Bien, super. Bien, merci beaucoup, Chelsea et Jean-Jacques, pour votre introduction, puis également Eliane. Je trouve que c'est très, très intéressant d'entendre parler de votre background académique et professionnel parce qu'on voit que ce n'est pas seulement une formation en droit qui mène à travailler avec des gens qui sont en droit. Donc, je trouve que c'est vraiment très, très, très intéressant. Donc, pour commencer, est-ce que vous pourrez nous expliquer en quelques mots ce que c'est le Centre de développement professionnel, puis quelle est sa mission dans la faculté de droit civil? Oui, certainement. Donc, et aussi, je voulais vous remercier là, de nous avoir invités. J'ai oublié de le mentionner tantôt. Donc, merci pour ça. On est très contents d'être ici. Alors, le CDP, essentiellement, ça englobe tout ce qui concerne le développement professionnel des étudiants. Donc, on est vraiment là, le CDP est là pour fournir un service de carrière spécialisé et pour accompagner les étudiantes et les étudiants à la licence en droit, mais aussi les jeunes diplômés. Donc, souvent, je parle avec les étudiants là, qui ont gradué il y a peut-être 1, 2, 3 années. Aussi, les étudiants aux études supérieures, donc qui sont à la maîtrise ou au doctorat. On en voit moins, mais ils peuvent aussi venir utiliser nos services. Alors, c'est ça. Essentiellement, on est là pour appuyer les étudiants
dans leurs démarches professionnelles. C'est durant le parcours à Fauteux. Puis on est là pour orienter aussi les étudiants dans la poursuite de leurs objectifs professionnels. Donc, je dirais en gros, la mission du CDP, c'est vraiment de préparer les étudiants les étudiants en droit au marché du travail et pour essentiellement toute autre opportunité post-graduation. Que ça soit continuer les études, soit au JD ou à la maîtrise ou autre. Alors, vraiment là pour, c'est ça, vous préparer pour le marché de l'emploi. Parfait. Et quels sont les principaux services que vous offrez aux étudiants? Donc, par exemple, de l'accompagnement individuel, des ateliers. Je sais que vous faites aussi des événements de réseautage. Donc, est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus? Absolument, oui. Je vais répondre à ta question en développant 6 services clés. Donc, le premier, comme tu l'as dit, l'accompagnement individuel et le coaching de carrière, donc ce qu'on appelle généralement le counseling de carrière. Ici, le CDP offre un service personnalisé à chaque étudiante et chaque étudiant qui est adapté à son vécu, son expérience et à ses objectifs personnels. Donc, ça peut inclure des rencontres individuelles pour discuter du choix de la carrière, la préparation à la course au stage, à la magistrature ou de l'orientation après le barreau. Donc, ça peut aussi être de l'aide pour identifier les intérêts et les valeurs professionnelles afin d'élaborer un plan de carrière. Nous avons aussi, à travers ce service, des simulations d'entrevues pour les stages, les emplois, des conseils pratiques pour maximiser la confiance en situation de recrutement. Le deuxième service qu'on offre, c'est la révision des CV et des lettres de présentation. Donc, on organise tout au long de l'année des sessions de révision de CV et de lettres de présentation. Et nous permettons aussi aux employeurs de faire pareil parce que nous pensons que avoir aussi un retour des employeurs pour les lettres de présentation, les CV, c'est aussi très pratique pour les étudiants. Autre service, ce sont les ateliers de développement professionnel. Donc, tout au long de l'année, le CDP organise des ateliers pratiques tels que des ateliers sur l'école du barreau, la recherche d'emploi et de stages en été, la préparation à la course au stage, la préparation à la cour fédérale, ou bien encore la présentation d'outils et de compétences utiles dans le milieu professionnel. Par exemple, comment créer et animer son profil LinkedIn. Donc, ça fait partie aussi d'un service. Nous avons comme autre service les événements de réseautage et des panels de discussion. Donc, ce sont les événements qui permettent aux étudiants de découvrir divers milieux pratiques, de tisser des liens professionnels et de mieux cibler leur futur stage ou emploi. Donc, au CDP, créer de nombreuses occasions de rencontrer les employeurs et nos diplômés à travers ces différents événements, comme par exemple la journée carrière que nous avons eue en début d'année ou encore la journée carrière interfacultaire qui s'en vient en début novembre. L'autre service, nous fournissons des ressources et outils en ligne à travers notre plateforme Brightspace. Donc, l'ensemble des étudiants et étudiantes du premier cycle en la licence ont accès à cette page. Donc, à l'intérieur de Brightspace, vous allez retrouver plusieurs ressources pratiques, à savoir des guides de carrière, modèles de CV et lettres de présentation, les conseils pour la course au stage, donc l'accès à des plateformes de recrutement, comment est-ce qu'on accède à VI Recruit à travers le processus de la course, et d'autres informations sur des calendriers, des concours, des programmes ou bien des opportunités sont publiées au travers de cette plateforme. Et le 6e service, ce sont des programmes et des initiatives spéciales que nous avons. Donc, par exemple, on a le mentorat professionnel. C'est un processus de jumelage entre les étudiants et les diplômés ou avocats pour un accompagnement individualisé. On a des projets de bénévolat juridique et des programmes de développement communautaire, ou encore on soutient des candidatures internationales, par exemple des étudiants qui veulent soumettre leur candidature auprès d'organisations comme l'ONU ou bien des ONG. Ben super, wow, honnêtement, je vois qu'on a vraiment un CDP qui est très, très, très proactif. Puis d'ailleurs, ça m'amène à un autre questionnement parce qu'en utilisant peut-être ma perspective de ma première année, j'avais l'impression qu'on voyait énormément d'événements qui provenaient à la fois du CDP, des associations étudiantes, de l'AED. Donc, si une première année vous demanderait comment est-ce que le CDP collabore avec les associations étudiantes, l'AED ou les comités de la faculté, comment est-ce que tu répondrais, Eliane?
Ben, en fait, je pense que cette année, un de nos objectifs, c'est vraiment de faire en sorte qu'il y ait une très bonne collaboration, puis qu'on collabore étroitement avec le CDP, autant avec l'AED que les différentes assos étudiantes. C'est important non seulement parce que sinon, il y a énormément beaucoup d'événements qui se tiennent à la faculté, mais ça permet aussi d'avoir, veux pas, des événements qui sont plus étoffés puis qui ont vraiment plus une grande envergure parce que quand on vient jumeler différents types de pouvoirs puis de ce que chacun des individus peuvent apporter, ça amène des plus gros événements qui peuvent être encore vraiment mieux reçus par la communauté étudiante. Puis ça, concrètement, une collaboration entre le CDP, l'AED puis les assos, je dirais que ça prendrait la forme notamment de, ben c'est ça, comme j'ai dit, d'une organisation conjointe d'événements, donc de venir comme rallier les troupes et rallier les forces. Puis aussi, je sais que le CDP est vraiment d'un très, très bon soutien pour tout ce qui est par rapport à la planification puis la coordination des événements. Donc, les étudiants, que ce soit les présidents d'associations ou même moi, dans mon rôle dans l'AED, je sais que le CDP a toujours sa porte ouverte pour nous donner des conseils par rapport à l'organisation d'événements qui touche de près ou de loin à tout ce qui est développement professionnel. Puis ça revient un peu là-dessus, mais c'est ça, ils sont toujours présents à donner des conseils puis à nous accompagner à travers tout ça. Donc, je dirais que c'est comme ça que le CDP collabore le mieux. Puis honnêtement, ils le font très, 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 très bien. Ah, merci. Merci. On pourrait pas faire un épisode sur le CDP sans aborder la course au stage, Ouais. je pense. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler de qu'est-ce que c'est et à qui elle est destinée? Oui, certainement. Donc, la course au stage, qu'est-ce que c'est? On entend souvent parler de ça dès la première année et on dit aux étudiants de première année de ne pas stresser par rapport à ça. OK? C'est vraiment justement destiné aux étudiants de deuxième et troisième année. Il faut avoir complété un minimum de, je crois que c'est 33 ou 36 crédits en droit. Donc, vraiment destiné aux deuxième et troisième. Alors, c'est vraiment un processus de recrutement qui est très structuré où les employeurs, je vais parler de deux différents marchés, le Montréal et Québec. Mais les employeurs se sont entendus sur des dates à respecter afin que ça soit vraiment un processus équitable pour tous, pour les employeurs et pour les étudiants. Donc, je dois vous dire que pour Montréal, il y a vraiment un processus qui se passe à Montréal. Puis, il y a une entente de recrutement qui est un document public et on vous a déjà partagé ça dans Brightspace. Eliane, je sais le partager aussi aux étudiants. Donc, comme ça, vous avez accès à ça. Donc, pour Montréal, il y a 44 cabinets qui ont signé l'entente cette année. Ça veut dire qu'il y a 44 cabinets à Montréal qui participent à la course au stage officiellement. Ça veut dire qu'ils vont tous respecter les dates. Alors, il y a vraiment des dates là, par lesquelles que les étudiants doivent déposer leur demande. Donc, c'est toujours la dernière fin de semaine de janvier. Vous avez de vendredi à lundi, je n'ai pas les dates devant moi, mais c'est tout dans l'entente. Alors, il y a comme juste 4 jours où vous avez le temps de déposer vos demandes. Ensuite, les employeurs passent à travers des demandes, font leur choix, qui veulent interviewer, qui veulent inviter en entrevue. Donc, en février, les étudiants reçoivent un appel de la part des employeurs pour dire « Venez, on veut vous rencontrer, venez faire une entrevue en mars ». Ensuite, les entrevues ont lieu en mars, sur 2 semaines. Ensuite, à la fin de ces 2 semaines-là, il y a la journée d'offres. Alors, c'est vraiment un processus très, très bien structuré que tout le monde respecte. Il y a aussi l'entente de recrutement pour la Ville de Québec. Puis pour celle-là, il y a 13 cabinets qui ont signé l'entente. Alors, en gros, c'est ça. Bien, super. Puis je pense que c'est très, très, très bien expliqué. Ouais. Moi, une autre question qu'on aurait, ce serait plus comme quels sont les types d'employeurs qui recrutent leurs stagiaires par le processus de la course? Parce que si je ne me trompe pas, il n'y a pas seulement que des cabinets. Oui. Principalement, on se focalise sur l'entente et l'entente de Montréal et l'entente de Québec, comme Chelsea vient de le dire. Et on a 2 grands principaux employeurs. On a les grands cabinets privés. Donc, ce sont des cabinets d'envergure nationale et internationale qui sont situés à Montréal et à Québec. Donc, je peux par exemple citer que certains d'entre nous connaissent déjà Fasken, McCarthy Tétro, Stikeman Elliott, BLG, Norton Rose Fulbright ou encore Goling. Donc, il existe aussi des cabinets régionaux comme Quin-Lamar et TCJ. L'autre catégorie d'employeurs, ce sont les cabinets de taille moyenne. Donc, ils se distinguent par une atmosphère plus personnalisée, donc avec une exposition directe à la clientèle et parfois une spécialisation. Donc, on peut avoir le droit municipal, on peut avoir le droit à la famille, le litige. Et comme exemple, ici, on a le cabinet PFD ou encore Woods. Donc, pour plus de détails, comme Chelsea vient de le dire, les 2 ententes pour Montréal et Québec sont disponibles sur Brightspace et aussi à travers Eliane qui a forcément communiqué avec les étudiants pour qu'ils puissent avoir la liste complète de tous les employeurs présents pour la course.
Oui, puis si je peux peut-être juste rajouter par rapport, je pense qu'il y a beaucoup de misconceptions, désolée de l'anglicisme, par rapport à qui c'est destiné la course au stage. J'ai entendu beaucoup d'étudiants qui m'ont demandé si la course au stage c'était vraiment juste pour les étudiants qui voulaient pratiquer uniquement en droit des affaires. Puis honnêtement, je dirais que quand que la course au stage a commencé à être de plus en plus populaire, au début c'était vraiment ça, mais maintenant, la grande majorité des employeurs qui fonctionnent avec le processus de la course au stage, c'est des employeurs qui vont être des full service firms. Ça veut dire que eux, leur but, c'est que quand leurs clients viennent à leur bureau, ils puissent être capables de desservir leurs besoins dans quasiment tous les aspects du droit, que ce soit du droit civil, litige commercial, droit des affaires. Il y en a aussi, il y a une grosse montée en propriété intellectuelle, droit du travail. Donc, c'est vraiment une façon pour les employeurs de venir faire en sorte qu'ils gardent leurs clients à l'interne puis de pouvoir comme venir assurer tous leurs besoins. Puis en même temps, pour nous, les étudiants, c'est bien parce qu'après ça, ça fait en sorte qu'en ayant dans un domaine comme celui-là, dans un cabinet qui a tous ces domaines-là, on peut explorer tout ça à travers notre début de carrière. Fait que je pense que c'est vraiment important de le préciser que c'est pas juste pour le droit des affaires, puis on peut vraiment toucher à tout. Même moi, personnellement, j'ai fait ma course au stage, puis je savais que le droit des affaires, c'était pas ce qui m'intéressait le plus. Puis j'ai réussi ma course, puis je suis très satisfaite en faisant presque uniquement du litige civil puis du droit des assurances. Donc, voilà. Et Eliane, est-ce que tu peux nous parler un peu comme de ce à quoi le calendrier ressemble? Quelles sont les dates importantes qu'il faut retenir? Oui. Le calendrier de la course, c'est vraiment un calendrier qui est très serré et saturé. Il y a beaucoup de choses qui se passent. J'aime vraiment ça, utiliser cette analogie-là. Moi, j'aime bien diviser la course en deux. J'ai une période que j'appelle la pré-course, qui est la période de septembre à janvier, où les étudiants vont venir vraiment se préparer au début de la course au stage. Donc, ils vont se préparer de différentes façons, que ce soit à préparer leur candidature, donc préparer les CV, les lettres de présentation. Ça se fait extrêmement en avance parce qu'on veut avoir le temps de réviser, soit avec le CDP ou avec des sessions qui sont organisées directement par les cabinets. Puis, c'est important de faire plusieurs versions pour, à la fin, quand on est rendu à donner les applications, on ait la meilleure version possible de nos documents. Sinon, on peut aussi se préparer d'un autre niveau, c'est la préparation plus par rapport à décider quel type d'employeur puis quel type de cabinet vous voulez cibler à travers votre course au stage. Donc ça, on va venir le faire à travers la participation à des conférences que les cabinets vont venir faire à la faculté, à des ateliers. On a aussi beaucoup d'événements de réseautage. Donc tous ces événements-là, c'est extrêmement important d'y assister puis de venir explorer le plus de milieux possible dans la période pré-course pour que après ça, quand vous êtes rendu à déposer vos candidatures, vous savez exactement à qui vous voulez l'envoyer, c'est qui vous intéresse, parce que c'est juste pas faisable d'envoyer là, des candidatures à des vingtaines et des vingtaines de cabinets. Il faut vraiment venir cibler qu'est-ce qu'on veut, puis c'est la meilleure façon de fonctionner. Donc ça, c'est pour la période pré-course. Après ça, le début de la course vient vraiment commencer à peu près vers la fin janvier. Donc, cette année, c'est le 30 janvier où le portail V-Recruit va s'ouvrir. Puis ça, c'est un même portail pour tous les cabinets qui sont signataires des ententes de la course au stage. C'est un portail dans lequel l'étudiant va pouvoir venir déposer sa candidature à tous les cabinets qu'il veut. Donc, le portail, habituellement, est ouvert pendant environ 3 jours. Donc, ça vous donne 3 jours pour faire toutes vos candidatures. Puis, par la suite, vers la fin février, je pense que cette année, c'est le 25 février, on a la période des appels de première entrevue. Donc ça, c'est une période de 2 jours, mais habituellement, les premiers appels sont pas mal tous faits dans la première journée, qui est le 25 février. Donc, 25 février, à 9 h, les cabinets appellent les candidats qui veulent retenir en première entrevue. Donc, ils vont leur dire « Ah, on est intéressé à te rencontrer. Est-ce que tu voudrais venir faire une première entrevue? » Blablabla. Donc ça, c'est une grosse journée parce que ça se peut qu'on reçoive plein d'appels en même temps, puis il faut s'assurer d'avoir comme un calendrier devant nous pour pouvoir venir tout inscrire les rendez-vous qu'on a bookés avec les cabinets pour pas en booker d'autres à plusieurs endroits différents.
Puis après ça, la prochaine étape, c'est l'étape qui est vraiment de la course au stage. Donc, le vrai 2 semaines où est-ce que tu passes à travers toutes tes entrevues. Puis ça se déroule habituellement à la mi-mars. Cette année, je pense que la première journée de la course, c'est le 16 mars. Donc ça, à partir du 16 mars, pendant à peu près 1 semaine et demie, 2 semaines, on va avoir tout ce qui est les premières entrevues au début. Après ça, les cabinets vont rappeler les étudiants qui veulent voir en deuxième entrevue. Puis après ça, si on continue là, le plus loin dans le processus, il va y avoir aussi soit des cocktails ou des soupers finaux dans la deuxième semaine que les cabinets vont organiser avec les candidats qui retiennent jusqu'à la fin. Puis ça nous amène à la dernière date. Puis ça, c'est les offres de stage qui sont données cette année le 27 mars à 9 h le matin. Donc ça, c'est aussi un moment assez anxiogène où est-ce que tu attends que le téléphone sonne à 9 h pour savoir c'est quel cabinet qui décide de te faire une offre puis de t'accepter dans son équipe. Puis, c'est ça. Donc, voilà, c'est quand même assez gros, la course au stage. Il y a beaucoup de dates. C'est très structuré, comme Chelsea l'a dit. Je pense que c'est une façon juste pour s'assurer qu'il y ait une certaine équité entre tous les cabinets pour pouvoir avoir accès à tout un bassin de candidats. Donc, voilà. Ben, j'aime beaucoup, Eliane, comment justement tu divises la course au stage comme la pré-course, puis ensuite la course, parce que si je comprends bien, la pré-course, c'est un peu une période de préparation en fait à la course, mais également une période en fait d'hésitation. Fait que Jean-Jacques, si je te demandais, pour un étudiant qui hésite à participer à la course au stage, ou même quelqu'un qui est convaincu de le faire, comment tu l'expliquerais, qu'est-ce que la course au stage implique, ou encore quels sont les avantages de décrocher son stage durant ce processus-là? Merci. Je dirais tout simplement que ce que la course implique, c'est d'abord beaucoup de préparation. Parce que c'est un processus qui est assez intense et on se dit que on connaît aussi qu'il y a il y a beaucoup d'activités que les étudiants font en même temps, donc les implications au sein des associations, les travaux, les examens et tout. Donc il faut beaucoup se préparer, il faut prendre soin de sa santé mentale, il faut faire du sport, il faut être entouré de ses proches pour pouvoir être bien dans sa peau pour mener ce processus. Donc je vais juste revenir de manière brève en termes des étapes. Donc pour ce processus-là, comme tu l'as dit en posant la question, on a premièrement une étape de préparation qui se passe vraiment de l'automne et à l'hiver. Puis, on a la période de la candidature, comme Eliane l'a dit, je ne reviens pas dans les détails. Et entre ces deux périodes-là, on a une section que le CDP adore souvent faire, c'est les simulations d'entrevue. Donc, on organise des sessions de simulation où Chelsea et moi accompagnons les étudiants. Et je pense que depuis l'année dernière, on a essayé aussi d'impliquer des mentors, des personnes qui sont passées par la course pour pouvoir nous accompagner à faire des simulations d'entrevue parce que on s'est dit, il est important de pouvoir, pour un étudiant qui va passer par le processus, de se retrouver, par exemple, devant 2 ou 3 personnes. Et c'est un peu comme ça qu'on s'organise. Donc, ensuite, il y a la période des entretiens et des activités de réseautage que les cabinets invitent et les offres et acceptations, comme Eliane l'a dit. Pour ce qui est des avantages de décrocher son stage dans la course, c'est que, premièrement, ça procure une sécurité, une tranquillité d'esprit. Comment je l'explique? C'est parce que obtenir son stage pendant la course permet de planifier à l'avance sa fin de parcours universitaire et son entrée à l'école du barreau sans stress supplémentaire. Donc, cela évite de devoir chercher un stage après le barreau ou bien pendant des périodes assez incertaines. Le deuxième point, c'est de pouvoir parler de l'accès à des milieux prestigieux et structurés. Donc, les cabinets qui participent à la course sont souvent des firmes reconnues, locales ou internationales, et qui offrent une formation rigoureuse et un encadrement de qualité. Donc, les stagiaires qui sont retenus bénéficient d'un mentorat, d'une formation pratique et de l'expérience de terrain dans des dossiers d'envergure. Donc, l'autre avantage, c'est la possibilité d'embauche après le stage. Mais là, ce n'est pas toujours garanti. Donc, mais c'est un point quand même assez important parce que plusieurs cabinets embauchent leurs stagiaires et après la réussite du barreau, mais cela vraiment permet une transition fluide, mais comme je l'ai dit, ce n'est pas garanti. Tout dépend de la politique du cabinet. L'autre avantage, c'est vraiment le réseautage et la visibilité. Donc, ici, participer à la course permet de développer un réseau de contacts précieux dès l'université et les échanges avec des recruteurs et avocats offrent une exposition directe au milieu juridique.
L'autre avantage, c'est l'expérience professionnelle qui est valorisée. Un stage obtenu à travers la course, c'est souvent perçu comme un gage de compétence et de professionnalisme dans le CV d'un jeune juriste. Et cela permet de renforcer le profil du candidat pour les futures opportunités, même en dehors du cabinet initial qui a été sélectionné. Et je pense qu'un des plus grands stress pour les étudiants qui participent à la course, c'est peut-être de justement passer à travers un processus autant exigeant pour à la fin ne pas nécessairement décrocher une offre de stage. Donc, qu'est-ce que vous diriez à un étudiant pour qui ça arrive? Oui, certainement. Je vais répondre à cette question, mais juste avant de répondre à ça, je voulais juste rajouter quelque chose parce que quand on parle de course, c'est des fois on dit qu'on fait une petite course, on fait une course moyenne ou une grande course. Alors, je pense que c'est important d'en parler peut-être. À la fin de la journée, là, tout ce qu'il vous faut, c'est une offre de stage. Une. Pas 5, pas 10. Alors, tu sais, on peut faire demande à 10, 15 employeurs ou 1 ou 2 cabinets, puis c'est bien correct. C'est vraiment très personnel à soi. Alors, je veux vraiment pas que les étudiants se comparent, OK? Parce que c'est normal. Oui, c'est normal de se comparer. C'est la nature humaine. Mais je veux vous rassurer que la course va avoir l'air différente tout le monde. Comme vraiment, chaque personne va vivre sa course différemment. Puis, il faut respecter ça, tu sais. Alors, vous pouvez faire une petite course, comme j'ai dit, faire demande peut-être à 2, 3 cabinets, peut-être recevoir seulement une première entrevue et ensuite continuer avec le même employeur pour une deuxième entrevue et recevoir l'offre à la fin. Ça l'arrive. On peut aussi faire demande à 15 cabinets et à la fin de tout le processus, recevoir aucune offre. J'ai vu ça aussi. Alors, c'est ça. Il y a un peu de chance là-dedans, je pense aussi, mais c'est sûr que le travail de l'étudiant, ça compte pour beaucoup aussi. Mais alors, pour dire justement, pour revenir à ta question, Laurence, pour les étudiants qui ont participé à la course, qui n'ont pas reçu d'offre à la fin, c'est très difficile. On comprend, c'est triste, c'est frustrant. Les étudiants peuvent passer à travers plusieurs émotions. On les laisse vivre ces émotions-là. Ils viennent nous voir parfois, puis on peut en parler après. Je pense que ça fait du bien d'en parler. Donc, on est là pour les appuyer, les encourager. Puis, franchement, il faut dire que c'est vraiment une petite minorité, un petit nombre d'étudiants qui reçoivent un stage du barreau à travers la course au stage. Si on compte, si on pense au nombre d'étudiants qui font demande à la course au stage, je veux dire, des fois, il y a comme 500 étudiants qui font demande à comme un gros cabinet. Les cabinets nous disent on reçoit entre 400 et 500 demandes. Ils n'ont pas 400 places à combler. Là, je pense que ce que j'ai entendu comme statistique, c'était 15 des étudiants qui appliquent pour le processus de la course au stage. C'est seulement 15 qui, à la fin, réussissent à avoir une offre. C'est ça. Donc, c'est vraiment très, très minime. Très minime, exactement. C'est des très bonnes stats. Merci pour le partage. Alors, c'est ça. Je pense que ça nous aide à mettre en perspective, n'est-ce pas, que vraiment, c'est pas la seule façon, certainement pas la seule façon et pas la façon la plus facile ou la plus évidente nécessairement non plus à recevoir une offre. Alors, pour les étudiants qui ne reçoivent pas d'offre, il y a vraiment d'autres façons de se trouver un stage. Ça peut être à la fin de la deuxième année, ça peut être durant la troisième année, ça peut être même une fois que vous êtes rendu au barreau. Alors, j'ai rencontré beaucoup d'étudiants qui, justement, sont dans le processus du barreau, à l'école du barreau, puis ils n'ont pas encore de stage. Puis finalement, ils s'en trouvent un, durant l'école du barreau. Puis alors, ils ont un stage à la fin. Alors, j'ai rarement trouvé, sincèrement, j'ai rarement rencontré un étudiant qui n'a jamais décroché un stage du barreau. Alors, même si ce n'est pas dès la deuxième ou la troisième année à travers la course, vous allez y arriver. Il faut souvent faire ses propres recherches. Alors, ça requiert quand même beaucoup d'énergie et de temps. Et la préparation et la planification. Mais encore là, venez nous voir pour ça parce qu'on est vraiment là pour vous appuyer là-dedans. Il faut vraiment parler à votre réseau, comme le networking, le réseautage, c'est très important. Alors, il faut parler à votre réseau. Il y a beaucoup de bouche à oreille. Souvent, il y a des super belles opportunités qui s'offrent aux étudiants qui ne sont pas... qu'on ne peut pas trouver en ligne. Il n'y a pas toujours des offres d'emploi officielles qui vont être affichées en quelque part. Moi, j'aimerais vraiment avoir une place où est-ce qu'on a toutes les offres d'emploi. C'est facile. Voici les étudiants, allez chercher là vos jobs. Mais c'est pas toujours simple comme ça. Le site du barreau, l'école du barreau, justement, ont une section où est-ce qu'il y a une section de carrière où est-ce qu'ils affichent les offres d'emploi aussi. Donc, il y a vraiment beaucoup de place là, à se trouver des emplois. Puis, parfois, ça peut être là où vous avez déjà travaillé, peut-être durant l'été, ou même en tant que bénévole. C'est parfois des opportunités s'offrent à vous, peuvent s'ouvrir. Alors, il faut vraiment être ouvert aux opportunités, ouvert à ça, puis garder ça. Lancer ça dans l'univers, comme on aime dire, puis garder vraiment gardez vos esprits ouverts aussi, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut venir vers vous, tu sais. Bien, exactement. Puis je trouve que c'est vraiment un message positif parce que
ce que tu dis, vraisemblablement, c'est que même si un étudiant n'obtient pas d'offre de stage au terme de la course, ben, c'est pas la fin. Il peut toujours réessayer, il peut toujours obtenir un stage après le barreau. Donc, je trouve que c'est vraiment cool. Puis, c'est quelque chose que les étudiants devraient garder en tête quand ils se lancent dans la course au stage. Exactement. Puis, en fait, merci, ça m'a fait penser à quelque chose, Jude. Si vous êtes en deuxième année, vous faites la course, vous ne réussissez pas, vous pouvez, c'est encore troisième. Il n'y a rien qui vous empêche. On l'a souvent vu, Jean-Jacques et moi. C'est très normal, c'est très correct. Les employeurs comprennent ça aussi. Ils vont voir, en autant que vous leur montrez que dans la dernière année, voici ce que j'ai appris, voici ce que j'ai accumulé comme expérience, voici ce que j'ai de plus à rajouter dans mes compétences et dans mon CV, tout ça. Donc, essayez-vous encore en troisième. Ou aussi, on a vu des étudiants en troisième année qui l'ont essayé, qui ne l'ont pas réussi, qui l'ont fait l'année après avoir gradué. Ils étaient à l'école du barreau, puis ont fait demande. Alors, c'est possible de quand même participer à la course, même si on n'est plus à fauteux. Wow! Puis, Eliane, tantôt, tu mentionnais avoir participé à la course au stage l'année passée, puis avoir décroché un stage. Félicitations. Donc, je serais curieux de savoir quelles sont les ressources qui ont été mises à ta disposition que tu as trouvées très, très pertinentes l'année passée. Puis également, cette année, quelles sont les nouvelles ressources que les étudiants vont pouvoir utiliser lorsqu'ils participeront à la course au stage? Oui, bien en fait, la course au stage, comme on l'a dit depuis le début, c'est vraiment un gros processus. Puis, je pense que les étudiants, quand ils rentrent dans ce processus-là, doivent s'attendre à, veux pas, mettre de l'énergie dans la préparation. C'est pas un processus qu'on doit prendre à la légère. Si on veut réussir, il faut mettre tous nos œufs dans notre panier, puis le faire de la meilleure façon possible pour pouvoir être certain d'avoir donné tout son meilleur puis d'être fier de soi à la fin. Donc, je pense que c'est juste important de le préciser que c'est pas quelque chose dans lequel on devrait s'embarquer à 50%. Il faut vraiment être certain qu'on va pouvoir accorder toute l'énergie qu'on veut. Puis, ça fait en sorte qu'on a vraiment beaucoup de ressources à offrir aux étudiants qui participent à la course parce que, veut pas, c'est un gros processus puis ça prend de l'aide. Les étudiants peuvent pas passer à travers ça tout seuls. Il y a beaucoup de différentes ressources, notamment cette année, que moi et Chelsea et Jean-Jacques, on veut, en fait, on offre aux étudiants. Donc, je pense que la plus grosse partie, ce serait tous les événements qu'on organise. Donc, on a vraiment un beau calendrier d'événements auxquels les cabinets participent, soit qu'ils viennent se déplacer directement à Fauteux pour faire des midi-conférences, des 5 à 7, des cocktails, des ateliers de révision de CV, des simulations d'entrevue. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Je pense qu'au total, cette année, on a environ 12-13 cabinets qui se déplacent à la faculté. Puis, en plus de ça, nous, on reçoit aussi des invitations de la part des cabinets directement à donner des événements qui se tiennent à Montréal ou à Québec auxquels nos étudiants sont invités. Donc, il y a tout ça. Il y a beaucoup d'événements. Puis, comme je le disais tantôt, cette période-là de pré-course, elle est très, très importante pour venir explorer tous les milieux qui peuvent nous intéresser. En plus de ça, on a des panels qui vont être organisés à travers les prochains mois. On va avoir 3 différents panels. On a un panel qui va venir parler de la préparation des CV, puis la préparation des lettres. Donc, ces panels-là, dans le fond, c'est des étudiants qui ont passé à travers la course dans les années précédentes, puis qui vont venir échanger par rapport à tous ces sujets-là pour pouvoir vous donner des trucs, des conseils pour votre préparation à la course. Donc, c'est ça. On a le premier panel qui est CV et lettres. Ensuite, on va avoir un deuxième panel qui est vraiment axé sur la première journée d'appel pour les premières entrevues. Donc, encore une fois, des étudiants qui viennent partager des trucs et un peu vous expliquer c'est quoi le processus de cette journée-là pour que vous puissiez arriver à ce matin-là, à 9 h le matin, puis être vraiment prêt et savoir à quoi vous en tenir. Puis, le troisième panel, ce serait vraiment, c'est notre panel qui va être juste avant les 2 semaines de la course. Donc, encore là, conseils, trucs de la part d'anciens étudiants pour pouvoir vraiment vous préparer. Puis, je pense que le plus important, c'est un peu de savoir à quoi s'attendre. Moi, je sais que ce qui me créait beaucoup de stress et d'anxiété l'année passée, c'était un peu d'être dans un monde inconnu, puis j'avais peur d'être lancée dans quelque chose un peu dans le vide, puis pas avoir de ressources. Mais les panels, ça m'avait vraiment aidé parce que j'avais pu voir des étudiants qui ont passé à travers ça, puis ils donnent tellement des bons trucs pour de vrai, comme c'est fou, là, genre, cette période-là, elle est très intense, mais ça fait en sorte qu'après, quand on l'a vécu, on peut tellement vous donner tous les conseils qu'on a, puis c'est des conseils que nous, on est content d'avoir eu, puis ça l'a fait en sorte que ça nous a aidé à réussir. Donc, ces panels-là, vraiment importants. Genre, je conseillerais à tout le monde d'y participer. Sinon, on a
aussi un guide, le guide La course 101, que j'ai préparé avec le CDP, qui devrait sortir d'ici début novembre. Donc, c'est un guide où est-ce qu'on vient expliquer vraiment c'est quoi le processus de la course. On sait vraiment tout ce qu'on dit, mais à l'écrit pour que les étudiants puissent garder une trace de ça, puis pouvoir s'y référer là, à travers l'année. Donc, un peu là, l'explication, ça donne des trucs aussi. On vient mettre les dates, on vient mettre les cabinets qui participent à la course, autant à Montréal qu'à Québec. Puis, nouveauté cette année, on a rajouté aussi une section de témoignages. Donc, c'est des étudiants qui ont fait la course majoritairement l'année dernière. Puis, c'est pas mal aussi les étudiants qui vont venir participer au panel. Donc, on a comme vraiment une belle banque d'étudiants qui ont réussi l'année dernière dans différents cabinets qui viennent participer soit avec le guide ou avec les panels. Donc, vraiment très intéressant. Ça s'en vient. Aussi, on a à chaque année un groupe Facebook qui est créé. C'est le groupe Facebook de la course au stage où est-ce que tous les étudiants qui sont intéressés à participer vont s'ajouter au groupe. Puis moi, là-dedans, je viens de poster tous les événements qui vont être offerts aux étudiants. Donc, c'est vraiment comme juste une façon de venir centraliser toute l'information puis s'assurer que les étudiants ne manquent rien. Puis, Chelsea et Jean-Jacques l'ont mentionné tantôt, mais il y a aussi toutes les séances qu'il y a avec le CDP, donc qu'est-ce qui est de révision, CV, lettres, ça aussi, c'est une ressource de plus aux étudiants. Et la dernière chose, on a aussi un programme de mentorat pour la course au stage, donc c'est une façon pour les étudiants qui participent à la course de s'inscrire. C'est comme un peu le programme Grand Frère, Grande Sœur en première année, mais version course au stage, donc les étudiants vont être jumelés avec quelqu'un qui a passé à travers la course, puis ça va vraiment être une personne ressource à travers tout le processus. Moi, je me rappelais que l'année dernière, c'est sûr que quand tu arrives à ton 2 semaines de course, c'est un peu comme bizarre de venir parler avec les autres étudiants qui font la course en même temps que toi parce que c'est pas tout le monde qui veut en parler, c'est pas tout le monde qui veut faire un débrief après les journées de course. Donc moi, le mentor que j'avais, c'était vraiment une personne ressource à qui je pouvais écrire. Je me rappelle qu'après les premières entrevues, souvent, j'ai envoyé un message puis j'ai expliqué un peu comment ça s'était passé, mes inquiétudes par rapport à tout ça, puis il venait vraiment me rassurer. Donc c'est vraiment une personne qui est là pour toi. Donc voilà, ça fait vraiment beaucoup de ressources. Mais c'est ça, je pense que c'est pas négatif, ça fait en sorte que les étudiants sont super bien encadrés. Puis je pense que c'est la meilleure façon, là, après ça, de se préparer puis de réussir. Et c'est vraiment intéressant. Puis je pense que les étudiants, clairement, apprécient cela. Donc, comme on l'a dit que la course au stage, il y a d'autres opportunités. C'est pas juste ça. Donc, je me demandais, pour les étudiants qui, justement, ne veulent pas nécessairement aller en grand cabinet ou en cabinet privé, quelles alternatives professionnelles explorez-vous avec eux et quelles autres opportunités de carrière sont disponibles pour les diplômés en droit? Juste avant de répondre à ta question, je vais revenir sur un élément. Il y a tellement de choses à dire sur la course au stage. Ouais. Mais c'est juste une question de... Lorsqu'on s'engage à vouloir participer à la course au stage, il est très important d'être stratégique. Je m'explique. C'est-à-dire que lorsque vous recevez une communication du CDP, soit un courriel, soit une annonce via Brightspace sur un panel ou tel cabinet qui arrive à Fauteux, avec les informations de la thématique qui va être présentée ou les avocats qui vont être présents, il est important pour les étudiants de partir faire un peu de recherche sur les personnes qui sont invitées sur le cabinet, de pouvoir détecter les domaines de pratique et ce qui les intéresse. Comme ça, lors du panel ou bien lors des présentations, pouvoir se démarquer. Parce que c'est un élément important en posant des questions ou en se rapprochant de l'avocat ou de l'avocate qui sera présent pour pouvoir marquer. Comme ça, lors du processus de la course, vous avez plus de chances de vous faire remarquer pour dire « Hey, je vous avais posé des questions, etc. » et tout. Et c'est quelque chose à ne pas négliger. Donc, c'est quelque chose que je voulais ajouter aussi. C'est vraiment très intéressant puis important. Ça me rappelle aussi que moi, en ce moment, dans la préparation des activités, souvent, les cabinets, à la fin des événements, m'envoient un courriel pour me demander d'avoir la liste des étudiants qui avaient été participants à l'événement. Donc, les cabinets, pour eux, quand ils viennent ici ou qui organisent des activités, eux, ils veulent voir les étudiants qui sont engagés puis qui démontrent un intérêt. Puis ça peut juste être bénéfique pour vous quand vous allez envoyer votre candidature. Puis c'est un peu... Je pense que l'important, c'est que les cabinets se rappellent de votre nom. Quand ils voient votre CV devant eux, ils se disent « Ah, cette personne-là, je m'en rappelle pour les bonnes raisons. Elle avait démontré de la curiosité, de l'entre-gens, du leadership, de l'implication. C'est toutes ces qualités-là qu'on veut venir mettre de l'avant dans la période de la pré-course. Puis c'est pour ça que c'est autant important. Donc, merci à Jean-Jacques d'avoir ramené ça. Je pense qu'on avait laissé de côté un peu cet aspect-là, mais c'est super important. Mais là, je pense qu'on a assez parlé de la course. Il y a autre chose que la course qui est important.
Mais j'allais dire une autre chose. Je m'excuse. Dernier point, vraiment, OK, je vous promets. Par rapport à la course, c'est que, justement, on a nommé un paquet d'événements et il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent à Fauteuil, comme on le sait, beaucoup d'événements et tout ça par rapport à la course. Alors, c'est très bien. Allez à ce que vous pouvez aller, mais c'est sûr que vous ne pouvez pas participer à tout nécessairement non plus. Alors, mettez-vous pas trop de pression de vous dire, oh mon Dieu, il faut que j'aille à chaque événement. Alors, je pense, comme Iliane a dit, les 3 panels étudiants qui ont passé par là sont vraiment le fun. C'est toujours très, très plaisant. Les étudiants, je pense, en bénéficient beaucoup quand ils viennent écouter à ça. Donc, si vous devez vous limiter, peut-être venir à la journée carrière interfacultaire la semaine prochaine, si vous pouvez, à Montréal, le 7 novembre, juste parce que vous allez voir un grand nombre d'employeurs en même temps. Ouais. Il y a comme 63 employeurs qui participent à cette belle journée-là et plusieurs d'entre eux participent à la course. Alors, vous allez avoir la chance de rencontrer plusieurs employeurs en même temps et justement aller au panel étudiant. Puis, je veux dire, si vous ne pouvez pas aller à tout, on comprend aussi. Là, je veux dire, vous avez d'autres choses à gérer aussi, mais alors pas trop de pression pour ça, mais participez quand même parce que c'est vrai que c'est important. Je veux juste revenir à la question. Oui. L'un des objectifs du CDP, c'est de promouvoir les autres activités qui n'ont rien à voir avec la course. Et on commence dès le début de l'année, peut-être même à la journée d'orientation des premières années, parce que quand les étudiants viennent nous voir, ils veulent nous poser la question à savoir, j'aimerais avoir plus d'informations sur la course. On dit, non, tu es en première année. Concentre-toi juste sur ton intégration et d'autres éléments qui concernent la faculté de droit, section de droit civil. À partir de ta 2e année, on verra pour la course au stage. Donc c'est la raison pour laquelle au CDP, on invite toujours des personnes qui ont réussi leur vie en dehors du domaine de la course au stage. Il y a là, je crois, 2 ans, on avait invité une diplomate de l'ambassade du Canada au Sénégal, qui est venue nous parler de son parcours et c'était tellement édifiant et nous a montré des opportunités aussi de ce côté-là. Donc, les autres options, on en a tellement. Donc, on a par exemple le secteur public et parapublic à travers les ministères, les organismes provinciaux ou fédéraux. Donc, ministère de la Justice du Canada, le ministère de la Sécurité publique, la Commission des droits de la personne. On a les tribunaux administratifs du Québec, du travail. On a des municipalités et organismes de régulation comme la Ville de Montréal ou la Commission des normes de l'équité, de la santé et la sécurité du travail. Nous avons des organisations internationales et ONG. Donc, les étudiants qui sont intéressés par le droit international, les droits humains ou l'action humanitaire peuvent regarder les organisations intergouvernementales comme l'Organisation mondiale du commerce, l'ONU ou bien la Cour pénale internationale ou encore des associations à vocation juridique qui offrent pas mal d'opportunités comme aussi Amnesty International ou bien Transparency International. On a le milieu académique et de la recherche qui offre aussi des opportunités à travers les centres de recherche, les chaires ou encore des projets qui sont financés, par exemple l'Observatoire ou encore d'autres. On a la possibilité d'agir comme assistant de recherche auprès d'un professeur ou de poursuivre ses études, faire des études supérieures au sein de la faculté, donc sa maîtrise ou encore son doctorat. Il y a des entreprises et le milieu corporatif. Donc, de plus en plus d'étudiants choisissent de travailler au sein des entreprises privées sans nécessairement pratiquer comme avocat. Donc, au sein de ces entreprises-là, on a des départements juridiques internes, on a des rôles en conformité, gouvernance et ressources humaines, éthiques et affaires réglementaires. On a des postes de gestion, d'analyse ou bien de relations gouvernementales, entre autres. Et on a des carrières alternatives liées au droit. Donc, par exemple, le journalisme juridique ou la communication institutionnelle, la consultation et la gestion de projets, les politiques publiques et les affaires internationales, la technologie et le droit numérique ou encore la médiation, l'arbitrage ou la résolution alternative de conflits. Donc, au CDP, ce qu'on dit toujours, c'est que lorsque des étudiants ne visent pas des cabinets privés, notre rôle, c'est de pouvoir, les aider à identifier leurs valeurs, motivation et intérêt professionnel. Donc, est-ce que c'est les questions de justice sociale, innovation, gouvernance? On les aide à traduire leurs compétences juridiques dans un langage attrayant pour d'autres secteurs. Et on les oriente vers des stages non traditionnels, donc des programmes de leadership public, initiatives, coop, etc. Et nous organisons des rencontres avec des diplômés qui travaillent dans ces milieux-là
pour illustrer la diversité des parcours possibles. Donc, voilà un peu, grosso modo, les autres éléments qui ne concernent pas la course. Ben wow. Mais wow, puis je trouve ça vraiment cool, Jean-Jacques, parce que malgré toutes les alternatives au travail en cabinet que tu nous as proposées maintenant, c'est fou de savoir qu'il en existe encore beaucoup, beaucoup d'autres, là. Donc vraiment, comme on nous dit, là, le droit, ça mène à tout. Le droit, ça mène à tout. Exactement. Puis d'ailleurs, dans la même lignée, Eliane, selon toi, là, out the top of your mind, quels sont des événements et des activités qui auront lieu cette année pour les opportunités de carrière autres que la course au stage? Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'événements de cabinet liés à la course au stage, mais aussi plein d'autres choses. Je pense notamment, on a tenu en début de semaine notre panel sur la magistrature. Donc ça, c'était vraiment très, très intéressant pour les étudiants qui veulent faire un clerkship, qui veulent agir à titre d'auxiliaire juridique auprès d'une cour. Puis je sais qu'à travers l'année, on va continuer d'organiser des événements, puis aussi donner des ressources aux étudiants pour qui la magistrature, c'est le chemin qui les intéresse le plus. Donc, la magistrature. Aussi, on a des conférences de juges qui viennent à la faculté. Je sais que dans les prochaines semaines, on va avoir le juge Gramont de la Cour fédérale. Puis, on a aussi des présentations de différents ministères qui vont venir à l'université, donc ministère de la Justice du Canada ou du Québec. Donc, ça, c'est toutes des opportunités pour les étudiants d'apprendre d'autres milieux qui s'offrent à eux. On a aussi des dîners, conférences, dîners, réseautage qui s'en viennent prochainement dans le mois de novembre par rapport à tout ce qui est notariat, donc la maîtrise en droit notarial. Puis aussi, même chose, mais pour les études supérieures. Donc, Jean-Jacques l'a mentionné, maîtrise, doctorat. Puis ceux qui se dirigent plus vers la voie académique, donc faire de la recherche, etc. Puis, encore au niveau des cabinets, mais maintenant des cabinets qui ne sont pas reliés à la course. Je pense que c'est important de le mentionner aussi que ce n'est pas tous les cabinets qui sont dans le même panier, donc qui participent à la course au stage. On a beaucoup de cabinets régionaux ici dans la région de l'Outaouais qui font des événements avec nous pour venir attirer nos étudiants. Puis c'est un monde différent du monde de la course au stage. Donc, il ne faut pas mettre la pratique privée toute du même côté de la course au stage. On peut pratiquer comme avocat en cabinet sans nécessairement être dans un cabinet de la course au stage. Puis c'est des environnements qui sont différents. Donc, encore là, l'importance de venir un peu essayer plusieurs choses pour voir qu'est-ce qui nous intéresse le plus, puis dans quoi on veut s'aligner après le bac. Justement, tu viens d'en parler, Eliane, vous avez récemment organisé un événement, un panel sur les stages à la magistrature. Je me demandais si vous pourriez nous expliquer ce qu'est le processus pour accéder à un stage à la magistrature et qu'est-ce que ça implique puis qui est son public cible. Oui, certainement. Donc, les stages à la magistrature sont le public cible, je dirais, c'est vraiment les étudiants dans leur dernière année d'études parce que le processus de recrutement se fait comme 1 an à l'avance. Donc, pour la course au stage, c'est typiquement 2 ans en avance. Alors, on participe aux entrevues en mars, disons 2026, pour un stage typiquement en 2028. Mais pour la magistrature, c'est vraiment 1 an à l'avance. Donc, par exemple, pour la Cour fédérale, la date limite pour postuler, je vous donne juste un exemple concret là, qui est officiel, c'est le 13 janvier 2026. Puis ça va être pour un emploi d'auxiliaire juridique qui débute le 3 août 2027, puis qui va pour une année, alors jusqu'au 28 juillet 2028. Donc, vous pouvez aller sur le portail ou sur le site web de la Cour fédérale pour trouver cette information-là. Puis en fait, hier, Jean-Jacques a envoyé un courriel ou l'a mis dans Brightspace là, par rapport à la Cour fédérale. Parce que justement, Eliane l'a dit, mais on va accueillir le juge Gramont, Sébastien Gramont, qui est il était prof à Fauteuil, puis en droit civil, puis il était doyen aussi. Alors, il est vraiment attaché à la faculté de droit, section de droit civil, je dois le dire. Alors, il aime toujours venir à chaque année parler aux étudiants justement de, tu sais, c'est quoi travailler à la Cour fédérale. Donc, il vient mercredi prochain, le 5 novembre, à 11h30, dans la 302, juste pour votre info. Alors, c'est ça. C'est vraiment, tu sais, je dirais, les étudiants, on doit quand même avoir une bonne moyenne parce que c'est quand même compétitif. Puis, tu sais, il faut certainement aimer la recherche. Alors, si vous êtes quelqu'un qui... Vous aimez peut-être un peu moins la recherche, vous préférez peut-être travailler juste plus avec les gens, tu sais, dans un différent type de milieu. Peut-être que la magistrature, un stage à la magistrature, c'est pas pour vous. Mais certainement, si vous aimez la recherche, la rédaction, travailler auprès de un ou plusieurs juges aussi, ça va être vraiment ça que vous allez faire.
Alors, si cela vous intéresse, c'est dès la première année, vous pouvez y penser, c'est certain. Puis venez aux événements par rapport à ça pour en apprendre davantage. Mais ce serait surtout, alors en première année, deuxième année, pensez-y, venez aux événements, parlez aux gens, apprenez à connaître c'est quoi. Travailler dans une cour, mais c'est vraiment en troisième année là, que vous allez comme préparer votre demande et faire demande et postuler. Je crois qu'il y avait aussi... oui, qu'est-ce que ça implique? Alors, juste pour votre info... oui, alors, la demande, ce serait le CV, lettre de présentation, comme toujours, mais aussi, puis le relevé de notes. Mais certainement, des lettres de référence sont très importantes dans ce processus-là. Alors, typiquement, on demande 2 ou 3 lettres de référence, mais pour la Cour suprême, par exemple, ce serait 4 lettres. La Cour suprême aussi, ça, c'est une autre chose que je peux mentionner très brièvement. Alors, on a certainement un processus de recrutement pour la Cour suprême à l'interne, où est-ce que les étudiants peuvent faire demande. En fait, il faut envoyer la demande à moi. Et c'est quoi la date? J'oublie, je suis désolée, c'est en novembre. J'ai envoyé un courriel à... En fait, pour ce processus-là, il fallait vraiment avoir une moyenne de 8.0+. Alors, les étudiants finissants qui avaient un 8.0+, auraient reçu ce courriel. Et ensuite, la demande irait à la doyenne. La doyenne va, avec un comité, va passer à travers les demandes. Et ensuite, choisir s'il y a un étudiant là-dedans qu'elle veut rencontrer en entrevue, une courte entrevue de 15 minutes à peu près en début décembre. Et ensuite, si elle pense que vous avez une bonne chance de postuler à la Cour suprême, elle écrira une lettre de référence. Alors ça compterait comme une de vos 4 lettres pour la Cour suprême. Alors, Cour suprême, c'est un peu peut-être plus tough et plus loin dans le sens que, il y a des gens qui ont déjà une maîtrise peut-être qui participent à ce processus-là ou qui sont déjà avocats même, parce que vous êtes en compétition avec les étudiants à travers le pays, qui ont le JD aussi, JD, droit civil. Alors, c'est peut-être pour dans quelques années, je dirais. On a certainement des diplômés, des jeunes diplômés qui ont fait demande, qui ont réussi, qui se sont décrochés un stage à la Cour suprême. Donc, c'est absolument possible. C'est juste, des fois, il faut aller chercher peut-être un peu plus d'expérience de vie, c'est tout. Et aussi, souvent, on dit, je veux dire, je vais faire attention à ce que je dis, mais typiquement, on fait un premier stage dans une cour avant d'aller à la Cour suprême, mais faites demande quand même, parce qu'on vous encourage vraiment, là. C'est ça, si vous êtes dans votre dernière année et vous avez reçu le courriel au nom de la doyenne, bien, faites demande. On ne sait jamais qu'est-ce que ça peut donner. Super, mais merci beaucoup, Chelsea, parce que essentiellement, tu t'as permis de démystifier peut-être ce qu'on appelle la course à la magistrature, puis qui n'est pas vraiment très, très connu des étudiants. On entend beaucoup, beaucoup parler de la course au stage, puis je sens que ça a été quand même un gros morceau de ce podcast-ci, mais tout de même, c'est cool de savoir qu'il y a d'autres perspectives d'avenir pour les étudiants. Fait Eliane, moi, je me demandais plus vers toi qui es à ta 3e et dernière année de ton parcours. Tu es passé par ta première, ta 2e et ta 3e. Donc, j'aimerais un peu qu'on revienne en arrière pour peut-être que tu donnes un conseil, soit à une personne de première année qui vient de débuter son parcours ou encore à une étudiante de 2e année qui est en milieu de parcours, puis même à toi qui s'apprête à terminer son baccalauréat. Oui, bien, en fait, pour l'étudiant de première année, je pense que le conseil que je donnerais, ça serait de rester ouvert d'esprit, de s'impliquer, d'essayer. À la faculté, il y a tellement plein d'opportunités qui s'offrent à nous, tellement plein d'événements, que ce soit des associations étudiantes différentes qui vont organiser des mini-conférences dans plein de domaines. Donc, je pense que ça serait de s'impliquer dans ces événements-là, de rester ouvert d'esprit, d'explorer toutes les options qui semblent intéressantes selon nous, d'aller poser des questions sur les différents milieux. Je pense que le début du bac, surtout la première année, c'est le meilleur moment pour venir un peu explorer. C'est quoi qui nous intéresse le plus pour après ça, quand on est rendu en 2e, 3e année, de venir un peu placer nos cartes par rapport à qu'est-ce qu'on veut faire réellement plus tard. Donc voilà, rester ouvert d'esprit, poser des questions, puis assister là, à des événements pour en apprendre plus. Puis pour un étudiant de 3e année qui est sur le point de graduer, je pense que c'est un conseil que je me donnerais à moi-même. Donc, je vais essayer moi-même de l'appliquer. Ça serait de pas trop se mettre de pression sur ce qui va se passer après le bac. Le cheminement des étudiants en droit après le bac, c'est pas un cheminement qui est linéaire. Il n'y a pas juste une façon de se rendre à la fin puis à notre but précis qu'on veut atteindre. Notre carrière professionnelle, elle va juste commencer après le bac, puis il y a tellement de choses différentes qui peuvent arriver. Donc, juste de rester... Encore une fois, ça revient au conseil de première année, de rester ouvert d'esprit, mais de ne pas se mettre trop de pression, puis de juste go with the flow, d'être prêt à ce qui s'en vient à nous, puis
de voir toutes les opportunités de carrière différentes qu'on peut avoir. Puis aussi, un autre conseil que je donnerais pour les troisième années, ça serait, je sais que la période, moi, je trouve ça extrêmement intimidant, la période après le bac, de voir comme que c'est là qu'on va commencer à travailler, on va aller à l'école du barreau, ça peut vraiment être intimidant. Mais je pense que l'important, c'est de se faire confiance. On a réussi notre bac, on va graduer, on est prêt à ça. C'est ça le next step dans notre carrière, que ce soit la maîtrise, le doctorat ou les études supérieures ou d'aller à l'école du barreau, de commencer le travail. On est prêt, on a passé à travers le bac, puis on va être capable. Donc, voilà. J'aime bien ça. Ouais. Et juste avant de terminer, comment est-ce que les étudiants peuvent vous contacter ou prendre rendez-vous s'ils veulent discuter de leur parcours ou obtenir des conseils? Premièrement, qu'ils viennent nous voir. Hein. Nous, on est à Fauteuil. On aime toujours recevoir les étudiants lorsqu'on le peut. Donc, ils peuvent venir cogner directement à nos bureaux. Donc, nos bureaux, c'est le FTX 218 et FTX 220. Si ce n'est pas possible, ils peuvent directement nous contacter ou écrire à l'adresse du CDP. Donc, c'est cdp@uottawa.ca. En début d'année, nous avons envoyé un courriel pour comment est-ce qu'ils peuvent prendre des rendez-vous pour des services spécifiques. Le lien, il est très long, donc je ne vais pas le passer ici, malheureusement. Mais c'est ça. Si vous n'avez pas le lien de prise de rendez-vous, venez, cognez ou bien envoyez-nous un courriel. On sera ravis de partager cela avec vous. Et on est là tout au long de l'année pour accompagner les étudiantes et les étudiants. Merci. C'est ça. Je m'excuse, je veux juste sauter. J'ai une couple de d'autres petits points à rajouter rapidement avant de terminer parce que tout à l'heure, Eliane parlait de la région de Gatineau, l'Outaouais. Justement, on a des cabinets là. Donc, en parlant de ça, juste pour vous expliquer, vous convaincre qu'on fait aussi d'autres choses au-delà de la course au stage. Alors, on a un cocktail 5 à 7 avec les cabinets de l'Outaouais ce soir au bureau RPGL. C'est déjà complet, mais je voulais juste partager avec vous que on pense toujours au... Il y a d'autres choses. On est très impliqués avec les cabinets de la région parce qu'elles sont tout près. Puis ils sont toujours ouverts et intéressés à rencontrer les étudiants d'ici. D'ailleurs, plusieurs avocats là-bas ou avocats ou avocates dans ces cabinets de l'Outaouais sont gradués du Ottawa ici de Fauteuil. Alors, ils comprennent complètement votre parcours. L'autre chose, le ministère de la Justice Canada et le ministère de la Justice Québec ne sont pas signataires à l'entente de la course au stage, mais respectent les mêmes dates. Alors, si les cabinets, non, c'est pas pour vous, le secteur privé, ça vous intéresse moins, vous voulez vraiment aller dans le secteur public, c'est bien correct, c'est sûr. Puis il y a des très beaux stages qui s'offrent aux deux ministères, Justice Québec et Canada. Et alors, les dates limites sont pareilles. Alors, si ça vous intéresse, soyez vraiment à l'affût de ça. Finalement, un autre choix de choses à faire après avoir gradué, ce serait le programme national, le JD. Ouais. Le programme national, c'est ça, JD, soit ici à Ottawa ou ailleurs, mais celui du Ottawa, certainement, c'est le meilleur, évidemment. Et comme Eliane a dit, c'est juste pour conclure sur ça, je pense que c'était une très belle conclusion, que soyez ouverts, mais parce que même si on fait un plan d'action, on se dit, je m'enligne vers ça, ça va être mon futur, c'est sûr, là, je m'en vais là. Ça ne marche pas toujours comme prévu. Les plans, des fois, ça tombe à l'eau. Des fois, la vie arrive, les affaires arrivent, les choses peuvent changer. On change d'avis, on change de goût, d'intérêt, on ne sait jamais. Alors, c'est ça, vraiment garder l'esprit ouvert. Il faut s'adapter au changement, il faut s'adapter aux choses. Puis, je pense que les choses vont bien se passer pour vous. Alors, on est très heureux. On est là pour vous, le CDP, comme Jean-Jacques l'a bien dit. On est là pour vous, puis on a hâte de vous rencontrer, si ce n'est pas déjà fait. Bien, merci beaucoup à nos invités du Centre de développement professionnel d'avoir pris le temps de discuter avec nous aujourd'hui. Je remercie aussi mes collègues de l'AED, Eliane et Jude. Alors aujourd'hui, j'espère que ce qu'on en retient tous, c'est que le CDP, c'est plus que juste un service d'emploi. C'est vraiment un point d'appui à Fauteuil pour réfléchir sur notre parcours, se préparer au marché du travail, puis aussi un peu développer notre confiance, je pense. Mm-hmm. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, on vous encourage à aller les rencontrer. Ils sont là pour nous accompagner, peu importe où nous en sommes dans nos études. Donc, merci d'avoir été à l'écoute et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de FTX Radio.